Oui, je vais parler de Mythic Games et non, ce que je vais dire ne sera pas très joli. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi neuf JP et aujourd'hui j'ai beaucoup de sujets à aborder avec vous, j'ai plusieurs informations à vous donner. Je veux parler de Mythic Games, mais là inquiétez-vous pas, je ne vais pas vous faire un énième retour sur tous les événements. Non, on va faire ça vite et dans le calme, vous allez voir, ça va bien se passer. Ensuite, je vais vous parler des jeux auxquels j'ai joué au mois de mai. Je vais vous parler également d'un événement, le week-end ludique Mobius auquel j'ai participé dans ma ville. Je vais vous parler également de mes dernières acquisitions de jeux de société. Alors, sachez qu'en tout temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement juste en dessous pour bondir à la section qui vous intéresse le plus. Et sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et commençons, abordons directement le sujet croustillant d'aujourd'hui. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'éditeur Mythic Games aime bien faire parler d'eux dernièrement. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, c'est ça l'important. Écoutez, Mythic Games, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur eux? Ils atteignent de nouveaux sommets d'irrespectuosité, ils dépassent le paroxysme de l'immoralité, ils battent tous les records d'insolence envers leurs propres backers. Écoutez, c'est du jamais vu. Et je ne veux pas vous faire un wrap-up complet de la situation. Vous pouvez aller voir sur la chaîne de la Société des jeux, de la zone jeux de société. Je crois que les deux Martins ont fait un excellent travail de couvrir toute cette situation. Mais aujourd'hui, je vais vous parler premièrement de Six Siege ou Six Sièges. Bref, le dernier projet catastrophique de Mythic Games. En fait, ce n'est pas le projet en soi qui est catastrophique, c'est la gestion du projet de la part de Mythic Games. Et je dois commencer ce segment en disant que personnellement, je suis apte à séparer le jeu en soi et son éditeur. C'est pas ça le problème. Le jeu peut être très bon et je ne doute pas que le travail du concepteur est sans doute excellent. Mais c'est impossible pour moi, à l'heure actuelle, de parler du jeu sans d'abord dénoncer les décisions immorales de Mythic Games. Et dernièrement, disons-le ainsi, il y a d'autres sites de nouvelles ludiques francophones qui se sont mis un peu les pieds dans les plats en inversant un peu l'ordre des choses. Bref, ce que je veux faire, c'est que on a fait un disclaimer, si on veut, sur notre page Facebook il y a de cela quelques jours. Et j'avais dit que je ne ferais pas une vidéo dédiée à toute la situation Mythic Games. Cependant, plusieurs nous ont encouragés à tout de même aborder la situation sur vidéo. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de simplement vous lire le disclaimer que j'ai écrit avec l'accord de Sylvain, qui est un peu comme notre prise de position par rapport au déboire de Mythic Games. Alors, je vous en fais la lecture. Nous avons reçu un courriel de la part de Mythic Games nous informant que nous, YouTubeurs, avions l'occasion de recevoir gratuitement une copie de Six Siege de Board Game en échange de la production d'une vidéo pour parler du jeu. Considérant toute la saga entourant Mythic Games, leur décision de vendre les copies des backers plutôt que de leur faire parvenir en priorité, leur décision de demander un soutien financier supplémentaire et l'entièreté du portrait plutôt méprisant pour les backers, nous avons décidé de refuser toute collaboration avec eux. Offrir des copies gratuites à des reviewers avant d'assurer la livraison des jeux aux backers, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui avait déjà débordé. Quelle insolence, quel manque de respect. Voici le message envoyé ce matin, bref, il y a de cela quelques jours, par JP, moi-même, en réponse à la demande de Mythic Games.
je m'auto-cite. Ouvrez les guillemets. Mythic Games a perdu toute leur crédibilité et la confiance que nous pouvions avoir en eux. Nous ne voulons plus être impliqués auprès du moindre projet de la part de Mythic Games. S'il vous plaît, retirez notre courriel de votre liste d'envoi médiatique. Tous les médias ludiques devraient prendre le temps de s'informer de la situation honteuse entourant Mythic Games et se demander s'ils désirent vraiment encourager une telle compagnie. Signé JP de l'École du jeu. Alors voilà notre prise de position par rapport à la situation. C'est dommage pour le jeu, mais personnellement, je ne peux pas encourager qui que ce soit, aussi bon le jeu soit-il, d'aller l'acheter sur le site d'un éditeur aussi, j'ai envie de dire, irrespectueux de ses backers. Alors, je souhaite que le projet, que Six Siege trouve un nouvel éditeur prochainement pour avoir vraiment son spotlight qu'il mérite certainement. J'en ai pas fait l'acquisition, j'y ai pas joué et ben, je lui souhaite vraiment de trouver un autre éditeur parce que Mythic Games est à la dérive et c'en est triste. Mais pas pour eux, c'est un peu chercher de leur part quand même. Bon, prochain sujet. C'est maintenant le temps d'aborder les jeux auxquels j'ai joué au mois de mai. Alors, je commence avec, tiens, un jeu qui n'est pas très connu. C'est un jeu que j'ai fait venir d'Europe, que j'avais commandé chez la grosse boutique en Europe, là, que tout le monde connaît, dont le nom m'échappe, Philibert. Oh là là! Oh la honte! Alors, c'est un jeu que j'ai commandé chez Philibert. Je n'ai pas commandé chez Philibert très souvent dans les dernières années parce que, bon, c'est outre-Atlantique avec les frais de port et tout ça, ça revient à une fortune. Mais Cita Stato était un jeu sur lequel je voulais absolument mettre la main et la distribution ici, en Amérique du Nord, est inexistante. Alors, je l'avais commandé il y a de cela, je crois, près de 2 ans. Et j'y ai joué pour la première fois ce mois-ci. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs avec du bag building et un peu de engine building. Dans notre bag building, c'est des cubes de couleurs qu'on va y placer et la couleur des cubes est très importante puisque c'est la couleur des cubes qu'on va jouer qui va déterminer les actions possibles. Et en cours de partie, évidemment, on va recruter de nouveaux cubes qu'on va ajouter dans notre sac. Il y a 2 cubes de couleurs plus professionnelles, si on veut, ou expertes, ou qui sont plus difficiles à aller récupérer, les cubes blancs et les cubes noirs, qui sont plus flexibles aussi. Et on va donc jouer avec notre sac. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais c'est ce qu'on va faire dans le jeu. Ultimement, on a 3 actions possibles à son tour, mais selon la couleur des cubes qu'on joue, cela change les possibilités. Au début de chaque tour, on va piocher un certain nombre de cubes de notre sac, comme dans un bag building, et ce nombre peut changer. Selon les cubes qu'on a devant nous, on va devoir les gérer pour faire des actions. Attention toutefois, la première action coûte un seul cube. Alors, je joue un cube, je fais mon action. La deuxième action que je vais faire doit me coûter 2 cubes. Et les 2 cubes doivent être de même couleur. Et je peux faire le nombre d'actions que je veux, mais à chaque fois, le coût de mon action augmente d'un cube. Et je le rappelle, les cubes doivent être de couleur identique, à l'exception des cubes noirs et des cubes blancs qui peuvent remplacer certaines couleurs. Première possibilité d'action, on peut effectuer l'action liée à la couleur du cube. Par exemple, les cubes jaunes nous permettent d'acheter de nouveaux cubes au marché, les cubes verts nous permettent de piocher de nouveaux cubes de notre sac pendant notre tour pour nous donner plus de flexibilité ou aller récupérer les couleurs qui nous manquent cruellement. Les cubes rouges nous permettent de parier qu'on va remporter la guerre, etc. Deuxième action possible, on peut prendre une carte de même couleur que les cubes joués pour soit son action spéciale d'utilisation unique ou bien pour la glisser sous notre plateau personnel pour débloquer de nouvelles possibilités pour les actions à venir. Ou troisième possibilité, eh bien, c'est qu'on peut améliorer une piste de notre tableau personnel. Notre tableau personnel comporte 4 pistes, les 4 couleurs principales, soit le jaune, le vert, le rouge et le violet. Et on peut donc améliorer, avancer notre petit jeton sur ces pistes pour rendre nos prochaines actions de ces couleurs plus puissantes. Bref,
C'est un jeu assez intéressant. J'ai trouvé que la version solo manquait cruellement de précision. Les règles de la version solo sont horrible. Il a fallu que j'interprète plein de choses, que j'aille voir sur Internet, mais les règles pour le multijoueur sont bien expliquées, c'est assez clair. C'est un jeu qui est quand même assez simple, avec du backbuilding, un mécanisme de jeu que j'apprécie beaucoup, qu'on ne retrouve pas énormément, mélangé avec du engine building. J'aimais bien ça, mais je trouve que après quelques parties, le jeu s'essouffle. On tourne vite en rond. Il y a des actions qui sont inévitables. Donc, j'ai trouvé ça bien. C'est un jeu qui n'est pas très connu, mais probablement que je vais me tanner assez vite. OK, j'ai pris beaucoup de temps pour vous parler de Cita Stato parce que c'est un jeu que presque personne connaît, mais maintenant je vais aller dans une autre direction. Ce sera aussi beaucoup plus rapide parce que je vais vous parler d'un jeu que presque tout le monde connaît. Je vais vous parler des érudits du Tigre du Sud. Donc, un jeu pour 1 à 4 joueurs avec encore une fois du backbuilding, mais de dés cette fois-ci. Avec de la manipulation, en fait, de la gestion de ressources, mais nos ressources vont principalement être des meeples colorés. Il faut que je fasse attention quand j'utilise le mot meeples, hein, ça me fait penser à la saga de Meeple Inc. Oh là là. Alors, petit personnage en bois de couleur avec cette pose. Donc, euh, d'ailleurs, la gestion de ces petits bonhommes en bois colorés avec cette pose est un peu compliquée au début à comprendre parce qu'on peut utiliser des meeples. Je vais utiliser le mot meeple, ça sera plus simple. Alors, désolé à tous ceux qui ont les droits sur le mot meeple. Si vous n'avez aucune idée de ce dont je suis en train de parler, allez vous informer. Sur la campagne de Meeple Inc. qui devra changer de nom à cause de l'utilisation du mot Meeple qui apparemment a des droits d'auteur. Et oui, bref, c'est un autre sujet. Alors, j'ai trouvé ça tout de même un peu compliqué à ma première partie. Je reviens à Érudit du Tigre du Sud. Je sais, je suis difficile à suivre aujourd'hui. De savoir c'est quoi les possibilités avec les meeples colorés. On peut utiliser un meeple coloré de la même couleur que son dé pour augmenter sa valeur, mais on peut utiliser un meeple coloré sur un dé blanc pour le faire changer de couleur selon la couleur du meeple, mais on peut utiliser un meeple bleu sur un dé rouge pour le transformer en violet, je crois, et on peut utiliser 2 meeples pour changer la couleur puis augmenter la valeur. Bref, c'est simple si on veut, mais au début, c'est énormément d'informations pour seulement la manipulation des dés. Ça, j'ai trouvé ça un peu déroutant. Mais je dois dire que le jeu est bien, euh, mais je crois sincèrement être passé à côté de quelque chose. Parce que plusieurs personnes me disaient, tu vas voir, c'est mon jeu favori dans toutes les séries des jeux de Shem Phillips. Je sais pas. C'est pour ça que je dis que j'ai probablement passé à côté de quelque chose parce que personnellement, j'ai trouvé que c'était beaucoup de rinse and repeat, très répétitif. Je vais chercher un érudit que je vais placer dans la piste du bas. Je vais chercher un contrat pour le traduire que je vais placer de l'autre côté. J'utilise mon érudit pour faire la traduction. Je récupère la carte. Je vais chercher un contrat, je le place là, je m'assure que... Je ne sais pas. J'ai trouvé qu'il manquait de possibilités, de faire seulement un trajet simple pour aller faire des points. Ah, ah, ça manque de quelque chose, ça manque de l'éclatement des possibilités qu'on pouvait retrouver, par exemple, dans les royaumes de l'Ouest, que j'appréciais énormément, les différentes stratégies vers la victoire. Ici, on ne retrouve pas ça. Du moins, je dis ça après une partie, et là, j'évite les tomates, les roches et tout et tout. Mais dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que j'ai raté. Je m'engage à refaire une partie si vous me dites que ça en vaut la peine. OK, on continue avec un jeu maintenant que aussi probablement tout le monde connaît, un jeu qui a plus de 14 ans, même 16 ans, je crois. Un jeu du nom de Dixit, un jeu pour 3 à 8 joueurs, un jeu que j'ai depuis très longtemps, un des premiers jeux que j'ai acquis dans ma collection. Ma boîte commence à être délavée et usée, oui. Alors, c'est la première fois que je le sortais en famille avec mes enfants et c'est là que j'ai
réalisé que je me suis rendu compte que selon l'âge des joueurs, le focus sur les indices qu'on donne ou sur l'interprétation des cartes jouées par les autres joueurs est très différent. Bon, je ne vous ferai pas un portrait global de Dixit. Je crois que vous connaissez déjà le principe de jeu. Euh, alors, lorsqu'on jouait des cartes et qu'on devait donner des indices, c'était drôle parce que mon garçon, qui a 7 ans, mais qui vient d'avoir 7 ans, lui, son focus, c'était un gros détail évident sur la carte ou une interprétation tellement loin et poussée que ça n'a plus aucun rapport. Alors, c'était difficile de trouver ses cartes à lui dans certaines circonstances ou très, très, très évident. Par exemple, la première carte qu'il a jouée à son premier tour, première partie à vie, c'était Lee. Et sur la carte qu'il avait jouée, eh bien, il y avait carrément un immense lit à 2 étages au centre de la table, de la carte. Alors bref, alors que ma fille, qui va avoir bientôt 9 ans, elle était beaucoup plus dans les concepts. La famille, l'amitié, l'amour, le respect, ce genre de concepts-là plus vagues qui amènent un peu plus d'interprétation. Alors bref, j'ai bien aimé y jouer avec eux pour la première fois. Ce sera une expérience à répéter. Je vais peut-être vous décevoir avec le prochain titre parce que je ne vous en dirai pas trop. Il s'agit de Hagemonia, un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu évolutif, un jeu de campagne, de scénario. Je crois qu'il y a un total de 37, je crois, scénarios dans la campagne. Et je vous en reparlerai certainement plus tard dans un prochain Quoi de neuf lorsque notre campagne sera plus avancée parce que c'est difficile pour moi de vous donner vraiment mon opinion sur le jeu parce qu'on n'a pas vu encore tout le jeu se déployer. Je sais que Martin Lafrenière de la zone jeux de société vous a proposé des sessions de jeu du tutoriel. Alors vous irez jeter un coup d'œil là-dessus si ça vous intéresse. Je dois vous dire par contre une chose par rapport au tutoriel, c'est que lorsque j'ai reçu cette immense boîte, ce gargantuesque jeu de campagne, je me suis installé en solo incarnant 2 personnages. J'ai passé à travers les 3 partie du tutoriel. Oui, un tutoriel divisé en 3 scénarios, en 3 chapitres, chacun d'une durée de peut-être une heure, puis peut-être 45 minutes pour le premier, 1 heure pour le deuxième et bon, 1 heure et demie, peut-être 2 heures pour le troisième, qui était beaucoup plus casse-tête. Et ce que j'ai aimé, c'est que justement, après avoir joué au tutoriel, après avoir fait les 3 scénarios, j'avais envie de les rejouer. Parce que là, je voulais intégrer mon ami Richard à la campagne et pour ça, ben, il fallait idéalement reprendre les tutoriels et ça ne me faisait pas du tout, je n'étais pas déçu de ça parce que après avoir fait les tutoriels, je n'avais pas vu toutes les possibilités. Il y a plein d'événements que je n'ai pas réussi à aller voir qu'est-ce qui se tramait ou que je n'ai pas réussi à résoudre. Donc, je ne connaissais pas l'issue de la résolution de celui-ci. Et lorsqu'on s'est réinstallé devant le tutoriel, bien évidemment, je devais faire comme si c'était la première fois que j'y jouais, donc je ne devais pas prononcer quoi que ce soit, même si je savais que d'aller à un certain endroit était déraisonnable à ce moment de la partie parce qu'il y a un troupeau d'araignées qui va nous tomber dessus. Alors je devais rester silencieux et plonger dans la peau de mon personnage, mais ça m'a vraiment donné un sentiment nouveau de jouer à un tutoriel et de dire waouh, je veux le refaire. Ça m'est jamais arrivé avant. Je me souviens du tutoriel de Gloomhaven, la mâchoire du lion, où je me disais totalement le contraire. Est-ce que le tutoriel finit bientôt? OK, je sais jouer, je suis prêt maintenant à avoir des scénarios complets, je sais quoi faire. Non, non, là ici, les tutoriels nous montrent, euh, nous permettent seulement d'explorer en partie tout ce que le scénario propose. Donc ça, c'est prometteur. Bref, j'avais commencé en vous disant que je ne vous en parlerais pas trop, mais finalement, j'en ai parlé quand même pas mal. Mais je vous en reparlerai certainement lorsque notre campagne sera plus avancée. J'ai également eu l'opportunité au mois de mai de participer à un événement dans ma ville ici à Saint-Georges, en Beauce, le week-end ludique Mobius organisé par Daniel et son équipe. Alors vraiment une ambiance intime. On n'est pas dans les événements là, de 500 personnes pour les Québécois ou les conventions de plusieurs milliers de personnes pour nos amis européens. Ici, on est vraiment dans quelque chose de plus intime,
de quelques tables de jeu, quelques dizaines, peut-être une trentaine de personnes qui jouent en même temps, qui se promènent, des allées et venues, des enfants, des familles, des gamers aussi quand même, là, des joueurs aguerris, avec beaucoup d'expérience. Bref, ça m'a fait du bien de participer à un événement qui était plus calme. En fait, c'était pas calme au sens où est-ce que on riait, les gens criaient, il y avait de l'action, mais il y avait moins de monde. Et moi, je ne suis pas un grand amateur des grandes foules, du bruit. Alors, de participer à un événement comme ça m'a fait du bien. Je me suis beaucoup amusé. J'ai été surpris. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens que je ne connaissais pas. J'ai fait de belles rencontres et j'ai eu l'occasion de jouer à des jeux auxquels je n'avais jamais joué. Et je vais vous les défiler, je vais essayer de vous les défiler en rafale. J'ai eu l'occasion de jouer à Wingspan Asie. Alors, j'avais déjà joué plusieurs parties à Wingspan, mais jamais à la version Asie, qui peut être jouée en solo ou à deux joueurs, ou encore mélangée au jeu de base pour offrir plus de possibilités, plus de cartes, et jouer aussi à plusieurs joueurs. De notre côté, on a joué à la version Duel, qui ajoute un plateau sur lequel on va pouvoir se promener ou plutôt semer des petits jetons de notre couleur selon les prérequis ou les caractéristiques de l'oiseau qu'on a joué dans notre volière. Donc, je joue une carte et si l'une des caractéristiques de mon oiseau est décrite et disponible sur ce petit plateau dont le nom m'échappe, je peux y déposer un jeton de ma couleur et ça peut me rapporter différentes choses, mais il y a des bonus pour certains emplacements. Ça peut me donner des points en fin de partie selon le groupement le plus large que j'aurais réussi à faire avec mes jetons, mais également, il y a des objectifs. Maintenant, les objectifs de fin de manche vont être liés à ce plateau plutôt qu'à ce qu'on a réalisé dans notre volière. Donc, ce switch, ce petit twist, j'ai trouvé ça bien intéressant. Ça rend, selon moi, la version duel plus intéressante que de jouer simplement au jeu de base à deux joueurs. C'est mon avis. J'ai eu l'occasion également de rejouer cette fois-ci à Harmony, un jeu pour 1 à 4 joueurs. Définitivement, j'aime bien Harmony, je le trouve sympatoche. Mais il manque quelque chose, là. Et je ne peux pas parler de Harmony sans le comparer à Cascadia, même si les deux jeux ne se jouent pas tout à fait de la même façon. Oui, il y a la thématique animale, il y a un petit poil de chat qui flotte ici. Oui, il y a des animaux, oui, il y a du placement de tuiles, oui, on va faire des points selon les animaux qu'on a réussi à placer, mais aussi selon la disposition des environnements, des paysages qu'on va avoir placés. Bref, il y a plein de points en commun, hein. Alors, mais j'aime beaucoup Cascadia, mais Harmony venait ajouter un petit vent de fraîcheur, venait changer un peu le focus de Cascadia. Alors, j'y ai joué plusieurs parties. On y a joué également au week-end ludique Mobius. Mais je m'en suis départi également pendant cet événement et je suis content d'avoir fait une heureuse. Et moi, je passe à autre chose sans avoir de pincement au cœur. J'ai aussi eu l'occasion de rejouer à Far Away, un autre jeu pour 1 à... Oh, Far Away, 1 à 4 joueurs, je crois. 1 à 5 joueurs. Je crois que c'est 1 à 4 joueurs. Pardonnez mon erreur si je fais fausse route, mais je crois que c'est 1 à 4 joueurs. Faraway qui est un bon casse-tête. Franchement, ce jeu-là, il y a quelqu'un qui m'a dit la meilleure comparaison, je trouve, c'est comme un arboretum, au sens où est-ce que le jeu s'explique en quelques instants, c'est simple d'application, on ne peut pas se tromper dans les règles, là. On ne peut pas avoir mal compris une règle. Il y en a comme 3 règles. Ça s'explique très, très simplement, très rapidement. Ça se joue rapidement aussi. Et tu commences à jouer et tu es comme, waouh, ça va bien, là, je gère, c'est facile. Et là, après, comme 3 tours, on commence à se creuser la tête et là, on commence à comprendre comment on va faire des points et à quel point on s'est mis les pieds dans les plats. Donc, c'est un casse-tête plus complexe qu'il n'y paraît. Mais le jeu n'est pas complexe en soi, c'est de marquer des points ou de prévoir comment on va marquer des points. Bref, j'ai déjà parlé de Far Away amplement. Je vous ai proposé une vidéo dans une variante non officielle en solitaire. Vous irez jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas ce petit bijou. Je vous parle également de Foundations of Rome. J'ai eu l'occasion de le sortir, ce petit bijou, pour 1 à 4 joueurs. Et quand je parle de bijoux, ce n'est pas nécessairement que
c'est un jeu à avoir absolument dans sa ludothèque. Oh que non! Bien le contraire, vous pouvez très bien vous en passer. Mais c'est un petit bijou au sens où est-ce que c'est un jeu qui en jette. C'est un jeu qui est beau, c'est un jeu avec du matériel exceptionnel pour un jeu franchement très accessible. C'est un jeu de gateway, c'est un jeu familial à la limite, j'ai envie de dire. Là. J'y ai joué avec mon neveu de 11 ans. Là. Et on y a joué à 4 joueurs. C'était ma première partie à 4 joueurs. Un peu long, je dois le dire, là, un peu long pour un jeu accessible comme ça, mais ça ajoutait quand même quelque chose que je n'avais pas vécu à 2 ou à 3 joueurs. Je suis content de l'avoir essayé. Et je disais, c'est pas un must à avoir parce que, honnêtement, c'est un jeu qui est bien. C'est un jeu qui en jette. C'est un jeu où est-ce que, je veux dire, vous allez comprendre. Là. J'ai installé ça sur la table et les gens passaient à côté. Oh, wow, OK, ça doit être. C'est un gros jeu, ça. Vous vous installez devant quelque chose qui va vous prendre comme 4 heures, là, de la part de personnes qui ne connaissaient pas le jeu, parce que c'est un jeu qui est imposant. Mais non, c'est un jeu qui peut se jouer en peut-être 1 heure et demie à 4 joueurs. C'est un jeu qui est très simple. Il y a 3 actions possibles. Ça s'explique assez vite aussi. Mais je suis content d'y avoir rejoué. Je le sors environ 1 fois ou 2 par année. Et je suis content de l'avoir. Ça me permet de le faire jouer à des gens et de leur dire non, 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 achète pas ça. Là. Dépense pas 200 $ pour acheter Foundations of Rome. La prochaine fois que tu veux jouer, appelle-moi, je vais apporter ma boîte et ça va me faire un plaisir de jouer avec toi. J'ai eu l'occasion de jouer pour la première fois aussi à Terraforming Mars, le jeu de dés. 1 à 4 joueurs, si je ne me trompe pas. Et dans le jeu de dés, on est dans un sentiment très semblable, avec peut-être moins de combos, peut-être un peu moins satisfaisant aussi selon moi. Euh, Plus de hasard à cause du double hasard du draft de cartes ajouté au lancer de dés aussi que le jeu de base. Donc, assez semblable, mais moins de combos, moins satisfaisant, un peu plus de hasard selon moi que le jeu de base, mais on a toutefois un gros point positif, c'est qu'on a un temps de jeu extrêmement restreint. Je crois qu'on divise le temps de jeu en 4. Ce qui est vraiment pas mal. Notre partie à 4 joueurs a été très rapide. J'ai gagné d'ailleurs, j'ai gagné, ouais, ouais, bien joué, bien joué. Mais je continue de dire et d'assumer que selon moi, Ares Expedition est le meilleur de la série. Et finalement, je termine en vous parlant de Watergate, un jeu pour 2 joueurs seulement, un jeu d'affrontement. J'aime vraiment le jeu dans les jeux dans cette gamme, dans ce style. De mon côté, j'incarnais Nixon et je jouais contre Patrick qui incarnait les journalistes. Alors c'est un jeu avec un aspect asymétrique au sens où est-ce que Nixon ne gagne pas de la même façon que les journalistes. Il a des cartes qui lui sont uniques. Les journalistes ont leur propre façon de gagner, vont débloquer des pouvoirs de plus en plus puissants pendant la partie et ont leur propre deck de cartes uniques. Et on va toutefois jouer de la même façon, donc je vais jouer une carte, soit pour son action principale, qui va être soit de faire progresser des preuves de mon côté du plateau, ou faire progresser le jeton initiative de mon côté du plateau, qui va me permettre de jouer en premier, mais qui va également me permettre d'avoir plus de cartes dans mes mains, ou de faire progresser l'opinion du public vers moi. Alors, si je suis Nixon, c'est avec l'opinion du public de mon côté 5 fois durant la partie que je remporte le jeu. Pour ce qui est des journalistes, s'ils ont l'opinion du public, ça leur donne de plus en plus de pouvoirs puissants, ce qui leur permet de manipuler les suspects, ou plutôt les politiciens corrompus, ainsi que les preuves. Donc, on a une espèce de piste qui fonctionne comme un bras de fer et c'est vraiment le cœur du jeu. On va utiliser nos cartes, donc, soit pour manipuler cette piste, ou pour leur pouvoir secret hyper puissant. Souvent, ces pouvoirs-là peuvent être utilisés une seule fois durant la partie et c'est ça qui va créer l'interaction dans le jeu. C'est un jeu hyper tranche-gorge, c'est un jeu avec full d'interaction.
Ça a été une partie hyper serrée. Ce sont les journalistes qui ont gagné. Chapeau Patrick, vraiment un jeu très intéressant. Et je termine en vous parlant de mes acquisitions du mois de mai. Donc, j'ai fait l'acquisition de quelques jeux que j'ai reçus dans les derniers jours, jeux que j'ai récupérés sur le site d'Infinijeux, notre boutique partenaire. Et vous savez, si vous cherchez une façon de nous encourager tout en vous donnant quelque chose que vous allez apprécier, vous pouvez le faire en allant visiter le site d'Infinijeux, passer une commande, trouver un jeu qui vous intéresse. Je crois que ça va vous prendre peut-être 30 secondes avant de trouver un jeu qui vous intéresse. Ça les encourage, ça nous encourage et ça vous donne un jeu intéressant aussi. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé, mon attention s'est arrêtée sur finalement Sagrada Artisan, la version française. Il y a de cela quelques mois, je vous disais que j'avais décidé de me départir de la version anglaise de Sagrada Artisan parce que je crois que je vais avoir plus de facilité à le mettre sur la table si j'ai la version française. Donc, c'est maintenant officiel. Je me suis débarrassé de ma version anglaise et j'ai récupéré la version française. J'ai aussi récupéré le nouveau jeu de Pick Up and Deliver de l'heure. Il s'agit de Send, un jeu de la compagnie Devere Games. J'aime beaucoup les concepts, les jeux de cette compagnie. Et Send, plutôt, est le dernier jeu de Pick Up and Deliver avec des twists intéressantes, du matériel de grande qualité aussi, des plateaux à double épaisseur. J'ai pas ouvert ma boîte encore, j'ai pas ouvert le livret de règles encore, alors je peux pas vous en dire plus. J'ai récupéré aussi la dernière, je crois que c'est la dernière boîte de Unlock, Supernatural Adventures, les aventures supernaturelles, bref. Alors c'est du moins une boîte que je n'avais pas fait encore. Je crois que c'est la dernière qui est sortie ici en territoire québécois. Je me tiens à jour habituellement avec les Unlock. Donc, j'ai hâte, comme d'habitude, d'y jouer. J'ai aussi fait l'acquisition de French Quarter, qui est dans la même gamme que Fleet de Dice Game, qui est un des meilleurs roll and write, selon moi, sur le marché. Three Sisters aussi, que je n'ai pas encore joué et que je regrette. Donc, French Quarter, c'est du flip and write. Très accessible au sens où ça se joue bien, c'est simple. Comment on fait nos choix, comment on draft les dés, les cartes et tout ça. Mais oh là là, OK, de comprendre comment on va faire des points en fin de partie, ça nécessite une partie complète, franchement. J'ai joué ma partie et vers la fin de la partie, je me suis dit, OK, comment on fait des points déjà? Est-ce que je vais être compétitif? Est-ce que ça s'est bien passé, ma partie? Alors, c'est assez particulier parce que durant la partie, on fait des avancements, on va chercher plein de bonus, on va chercher des actions, on place nos chiffres dans nos petites maisons, on fait parcourir notre ligne à travers la ville, on va chercher plus de bonus et on ne sait plus quoi en faire, mais c'est pas comme ça qu'on fait des points. Alors, cette twist-là m'a pris par surprise. J'ai trouvé ça très simple, sympathique. Je vais certainement y rejouer. Et finalement, j'ai fait l'acquisition de... oui, parce que French Quarter, je l'ai reçu il y a quelques jours, mais je viens d'y jouer tout dernièrement, donc je vais vous en reparler une fois que j'aurai fait quelques parties, là, je vous en reparlerai, mais je viens déjà de le faire quand même. Bref. Et j'ai terminé avec ma dernière acquisition, Stone Spire Architect, qui est le dernier jeu dans l'univers de Role Player, qui est un jeu que j'aime beaucoup, un univers que j'aime beaucoup aussi. Stone Spire Architect, c'est un jeu avec du placement de cartes ou de tuiles, je ne sais pas si c'est des tuiles ou des cartes, mais le mécanisme de jeu, c'est qu'on va, ou plutôt le principe du jeu, c'est qu'on va bâtir un donjon. Alors ça, je trouve ça intéressant de bâtir un donjon. Il y a quelques jeux qui ont essayé de faire ce concept par le passé. Aucun qui m'a donné vraiment une satisfaction de créer mon donjon, d'y placer des pièges, d'y placer des créatures. On va donc avoir une espèce de blueprint en anglais. En français, c'est un genre de plan de construction, si on veut, à essayer de suivre pour marquer des points bonus. Mais bref,
J'ai hâte d'essayer. C'est une thématique qui me plaît. Puis, c'est une application originale aussi. Alors voilà pour ce qui était de mon quoi de neuf du mois. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous en apprendre. J'espère avoir pu vous divertir. J'espère avoir pu vous informer. Et c'est maintenant à votre tour de le faire en me laissant des commentaires dans la section appropriée. N'hésitez pas à aborder vous-même la situation par rapport à Mythic Games, mentionner vos opinions sur les jeux dont je vous ai fait part aujourd'hui, me partager vos meilleures expériences du mois de mai qui vient de se terminer. Vous pouvez également me laisser un pouce vers le haut, vous pouvez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je termine en vous disant un grand merci pour votre écoute. À la prochaine!